Nous continuons sur la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin avec le cycle utérin et son synchronisme avec le cycle ovarien. Donc c'était la deuxième partie de votre activité 1. Nous avons ici donc une photographie d'un utérus en coupe. C'est une photo qui n'est pas libre de droit, mais elle a le mérite de présenter l'utérus en entier avec les deux parties de l'utérus bien distinctes, puisque l'utérus est d'abord à l'extérieur constitué de couches de cellules musculaires, donc qu'on appelle le myomètre. Donc plusieurs couches de cellules, des cellules musculaires transversales et des cellules musculaires longitudinales. Et à l'intérieur, on a une partie qu'on appelle l'endomètre, qui est donc la partie qui va nous intéresser, que l'on appelle la muqueuse utérine. On retrouve donc la même photo microscopique, mais grossie davantage, où on voit bien là les fibres musculaires, donc des fibres là longitudinales, des fibres là transversales, et la muqueuse utérine dont on va parler. Vous deviez donc comparer l'endomètre lors de différents stades du cycle utérin. Pour cela, vous avez réalisé une observation au microscope, observation en début de cycle et en fin de cycle, et vous deviez donc comparer l'aspect de la muqueuse. Donc on notait une muqueuse moins développée en début de cycle, des vaisseaux sanguins plus petits, et des glandes petites et peu nombreuses, et une cavité d'utérus bien visible, alors qu'en fin de cycle, la cavité d'utérus est réduite, donc ce qui implique un développement beaucoup plus important de la muqueuse utérine. Les vaisseaux sanguins sont très développés, et on a surtout de nombreuses glandes qui sont développées, qui donnent cet aspect en dentelle. Vous deviez coupler ceci aux phases du cycle utérin. Donc on va retrouver 3 phases au cours du cycle utérin. La première phase étant la phase d'élimination de la muqueuse et des vaisseaux sanguins au cours des règles. La deuxième phase étant une phase de reconstitution de la muqueuse, qu'on appelle la phase proliférative. Et la troisième phase, une phase donc où la muqueuse est importante, les vaisseaux sanguins se sont développés, on a une vascularisation très importante et un développement de glandes qui se mettent à produire du glycogène, et donc on appelle ça la phase sécrétoire. Si on revient sur le schéma bilan que vous avez en cours, donc vous avez à indiquer la phase proliférative, la phase sécrétoire, et puis la question bonus que vous aviez, l'intérêt de cette évolution pour la grossesse. Eh bien, on constate ici que la phase proliférative qui développe la muqueuse utérine va s'arrêter en fait à l'ovulation. Elle est terminée, cette phase proliférative, à l'ovulation, et donc s'il y a une fécondation, le futur embryon peut s'installer dans la muqueuse, c'est ce qu'on appelle l'anidation, et puis aller s'y implanter. Et une fois qu'il y est implanté, vous avez vu dans le document que vous avez étudié que l'embryon, dans les premiers jours de son développement, les premières semaines, n'a pas de quoi se nourrir tout seul, donc il se nourrit à partir des vaisseaux sanguins qui l'entourent dans l'utérus et à partir de la sécrétion de glycogène. Donc on a une adaptation là de la muqueuse utérine à la grossesse. Vous deviez ensuite travailler sur les relations entre l'ovaire et l'utérus, et vous avez fait cela à travers une série d'expériences sur des souris femelles. Notre souris témoin a un développement cyclique de sa muqueuse utérine normale et des caractères sexuels normaux. Maintenant, si on lui retire les ovaires, donc c'est-à-dire on réalise une ovariectomie, eh bien, on a un arrêt du fonctionnement cyclique de la muqueuse utérine,
et une régression des caractères sexuels. Donc cet arrêt, hein, en l'absence des ovaires, l'arrêt du fonctionnement de la muqueuse nous indique un contrôle de l'utérus par les ovaires et notamment un contrôle du développement de la muqueuse. On avait ensuite les mêmes souris auxquelles on a retiré les ovaires, auxquelles on faisait des injections. Donc injection d'extrait de follicule, d'extrait de corps jaune, ou injection directement d'hormones. Ces deux expériences étaient à mettre en parallèle, puisque nous avions en fait le follicule, vous savez, qui sécrète les œstrogènes. Donc les deux expériences sont à mettre en parallèle. Dans les deux cas, on a un cycle utérin qui est bloqué en phase proliférative, et du coup, on va en déduire que les œstrogènes, donc produits par le follicule, sont responsables de l'épaississement de la muqueuse utérine et donc agissent au cours de la phase proliférative. On va faire le même type de constat pour les deux autres expériences, l'injection d'extrait de corps jaune ou injection de progestérone qui donne les mêmes résultats. De plus, vous savez que la progestérone est produite par le corps jaune. On a un cycle utérin qui est bloqué en phase sécrétoire, donc on va dire que la progestérone est responsable de la vascularisation et de la sécrétion de la muqueuse, donc responsable de la phase sécrétoire. Si on revient donc sur votre schéma bilan, vous avez toujours le cycle ovarien. On rappelle le cycle ovarien donc le follicule, en phase folliculaire, qui produit des œstrogènes. Donc on voit l'augmentation ici. Ces œstrogènes vont agir sur la muqueuse utérine et permettre son développement au cours de la phase sécrétoire. Un dernier point concernant l'action des œstrogènes que vous devez savoir mais que vous n'avez pas travaillé dans votre TP. Les œstrogènes agissent aussi sur le col de l'utérus et permettent la production d'une glaire cervicale épaisse dont le maillage est très serré et cette glaire cervicale est imperméable aux spermatozoïdes. Pendant la phase lutéale, donc de développement du corps jaune qui fait suite à l'ovulation, nous avons la production de progestérone. On l'a vu juste avant, la progestérone va agir sur la phase sécrétoire de l'utérus. Elle va aussi agir sur le col de l'utérus pour produire de la glaire cervicale, toujours une glaire épaisse avec un maillage serré. Et puis, au moment de l'ovulation, juste avant l'ovulation, nous avons ici une quantité d'œstrogène très importante. Et là, cette quantité d'œstrogène très importante va modifier l'action des glaires cervicales, pas l'action des glaires cervicales, mais l'aspect des glaires cervicales. Et on va avoir une glaire cervicale moins épaisse, un peu plus fluide et avec un maillage plus lâche. Et cette glaire cervicale, eh bien, cette fois, va pouvoir laisser passer les spermatozoïdes. Et ce n'est pas un hasard que cette modification se passe au moment de l'ovulation. Donc, un bilan sur le synchronisme entre l'ovaire et l'utérus. Nous avons la phase folliculaire de l'ovaire qui est associée à la phase proliférative de l'utérus via des hormones qui sont les œstrogènes. Nous avons ensuite la phase lutéale de l'ovaire, donc post-ovulation, qui est associée à la phase sécrétoire de l'utérus via cette fois la progestérone. Pendant ces deux phases, on a une glaire cervicale au niveau de l'utérus qui est épaisse et qui bloque les spermatozoïdes. Et pendant l'ovulation, liée à l'augmentation du taux d'œstrogène, une augmentation très importante, la glaire cervicale, produite par le col de l'utérus, devient beaucoup plus fine et laisse cette fois passer
les spermatozoïdes. Donc si on termine avec le schéma bilan, au niveau du cycle utérin, la phase sécrétoire, la phase proliférative, les règles en début de cycle, et puis une production, donc je n'ai pas remis la légende, hein, mais les flèches tout à l'heure, une production d'œstrogène par les ovaires qui vient agir sur la phase proliférative et faire développer la muqueuse utérine, et une production de progestérone qui vient agir sur la phase sécrétoire et permettre la production, la sécrétion de glycogène par les glandes de la muqueuse utérine.